Bonjour, nous sommes à Lognes-Brinville, aérodrome de la région parisienne, dans les locaux d'Aviation et Pilote. Je suis Philippe de Ségovia, je suis retraité de l'industrie aéronautique, mais je suis l'ancien rédacteur en chef d'Aviation et Pilote. Et au cours de ma carrière, j'ai consacré beaucoup de temps à informer le public sur les carrières aéronautiques et les chemins pour y parvenir. Et c'est ainsi que nous avons créé le Salon des formations et des métiers aéronautiques, voici bientôt 35 ans, et qui connaît un succès croissant. Dans 15 jours, va s'ouvrir au Musée de l'Air et de l'Espace, sur l'aéroport de Paris-Bourget, la 34e édition. Et en préparant le salon, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes qui envisagent de se former pour faire carrière dans le secteur aérien se posent des questions. Est-ce qu'il est bien normal d'aller travailler dans une industrie peut-être polluante ? Est-ce qu'on peut travailler dans l'aérien et garder ses convictions écologiques ? Ça peut sembler contradictoire. L'aviation est souvent pointée du doigt pour son impact environnemental, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la prise de conscience croissante autour des enjeux climatiques, elle conduit le secteur aéronautique à évoluer rapidement. Alors, peut-on concilier ambition professionnelle dans l'aérien et conscience environnementale ? Pour répondre à cette question, nous avons convié quelques experts. Alors, à ma gauche, vous avez Baptiste Volquin, qui est directeur des affaires recherche et développement, espace et environnement, au sein du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Vous avez un CV impressionnant, Baptiste, normalien, agrégé en sciences physiques, docteur en épistémologie. Aujourd'hui, vous avez rejoint le GIFAS et vous animez aussi le Conseil pour la recherche aéronautique en aviation civile, le CORAC, dont vous êtes le secrétaire exécutif. Et vous avez piloté les événements Paris Air Lab et Paris Space Hub lors du dernier salon du Bourget, qui a été une grande réussite. En face de moi, j'ai Philippe Lacroute. Bonjour Philippe. Commandant de bord 787 à Air France. Et vous êtes le porte-parole de la direction générale des opérations aériennes de la compagnie. Vous avez 15 000 heures de vol, si je ne m'abuse. Oui, un petit peu plus. Mais Vous êtes aussi administrateur de l'Aéroclub de France et puis vous avez été chroniqueur télé sur la défunte chaîne aéronautique Aérostar TV. Absolument. Qui a fait quelques belles émissions. À côté, pour apporter un peu de contradiction au débat, j'ai Hugo Perrault. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Le Benjamin de notre panel d'aujourd'hui, qui est le président de l'association IPSolaire. Et vous êtes étudiant en école d'ingénieur, qui est l'école d'ingénieur IPSA, qui fait dans l'aéronautique et le spatial. Exact. Et vous êtes aussi un passionné d'aviation, mais vous incarnez un peu la génération montante parce que vous êtes soucieux des enjeux du changement climatique. Et vous allez nous parler de votre projet au sein de l'association IPSolaire. La première question pour lancer le débat, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que les problèmes de recrutement dans l'industrie aéronautique ou dans le transport aérien, ils peuvent être liés justement à cette perception de non-respect des enjeux climatiques, tels qui ont été définis par la COP 21 et donc les nombreux enjeux environnementaux. Merci de cette invitation. Je suis ravi de prendre ce temps pour échanger et puis effectivement pouvoir partager à la fois les grands enjeux et défis autour de cette question importante et puis aussi le témoignage de mon expérience et des différents témoignages qu'on peut avoir des différents acteurs de l'industrie. Avant de parler de problème de recrutement, je pense qu'il faut revenir sur le fait que c'est un véritable défi. Aujourd'hui, la construction aéronautique, c'est plus de 220 000 salariés, 222 000 dans le périmètre du GIFAS de la construction aéronautique et plus de 220 000 emplois indirects. On voit bien qu'il y a énormément d'emplois, énormément de métiers dans notre filière et c'est donc, avant que se pose la question d'un problème, c'est un véritable défi avec plus de 29 000 recrutements en 2024 et puis sur 2025, on est en train de consolider les chiffres, mais on est de la même manière entre 25 000 et 30 000 recrutements. Donc, c'est d'abord un défi puisqu'on ne parle pas de quelques recrutements, on est un secteur qui embauche énormément et donc c'est d'abord un défi, d'abord une opportunité et puis ensuite vient effectivement la question de l'attractivité du secteur et donc par rapport à ça, oui, clairement, la perception du secteur du transport aérien joue sur l'attractivité pour le recrutement. Et c'est important, et c'est pour ça que je suis ravi d'être là aussi aujourd'hui, de savoir
accompagner, expliquer, préciser ce que veulent dire les métiers du transport aérien et de la filière. Philippe. Oui, je suis ravi également de participer à cet échange. Je rebondirai bien évidemment sur les propos qui viennent d'être tenus. Le problème environnemental, qui est un véritable challenge aujourd'hui pour toute l'industrie aéronautique, est un point supplémentaire qui vient dans le choix des jeunes aujourd'hui, dans le choix des métiers. Il n'y a pas que des pilotes dans l'aérien, heureusement, sinon les pilotes ne pourraient pas voler. L'aérien, bien évidemment, est touché, comme tous les autres, par le côté environnemental, mais ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. Quand j'entends encore aujourd'hui, en 2026, que des femmes se disent « je ne peux pas faire tel métier parce qu'il est dédié aux hommes », c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Et je dirais que le défi environnemental que l'on a aujourd'hui, qui est un défi majeur, bien évidemment, est un point supplémentaire qui est venu s'ajouter au fil du temps. Et Hugo, qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, on a développé plusieurs points là juste avant. Il y a quand même un point qui est hyper important, c'est que dans l'aéronautique, ou au moins le secteur aéronautique de manière très générale, il est mené par des passionnés en fait. Et je trouve que c'est un avantage qu'on peut avoir dans ce secteur-là, c'est que on sait très bien que demain on va devoir trouver des solutions, etc. Mais on a la dimension supplémentaire que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de passionnés qui veulent faire évoluer la chose. Le métier d'un ingénieur, c'est de trouver des solutions à un problème, mais le problème, il évolue tout le temps. Donc les solutions vont évoluer tout le temps. Et là, on est arrivé à un moment de rupture où il va falloir penser les choses autrement. On est en train d'avoir une nouvelle génération là, d'ingénieurs qui sont un peu plus sensibilisés à toutes ces questions-là. Et ça, pour le coup, on le voit vraiment en école d'ingé. On a des matières qui sont purement dédiées à toutes ces questions-là. Dire que le secteur n'est pas attractif parce qu'il est polluant, alors il est polluant, c'est un fait. Il n'est pas attractif, justement, là je suis pas d'accord, parce que l'objectif c'est justement qu'il soit de plus en plus attractif pour trouver des solutions pour arriver, demain, une aviation qui soit plus décarbonée au moins. Et actuellement, quels projets dans l'industrie sont susceptibles, selon vous, d'attirer des candidats? Je vais reprendre le terme qu'Hugo vient d'utiliser, on est quand même face à une rupture. Et donc, c'est passionnant de pouvoir envisager que dans la décennie qui vient, on a un chantier à la hauteur d'une rupture. On parle notamment de la 4e révolution du transport aérien. La 4e, c'est de voler décarboné avec cette empreinte environnementale. Donc, cette rupture-là, elle est majeure et donc elle se retrouve dans tous les secteurs. Au niveau industriel, ce qu'on a devant nous, c'est justement tout cet enjeu technologique avec, je dirais, un point qui est très important ici en France, en Europe, c'est qu'on est une industrie sur laquelle l'environnement Airbus, Safran, CFM représente 50% de la flotte mondiale. Donc, travailler aujourd'hui dans l'industrie aéronautique en France, en Europe, c'est contribuer à pouvoir apporter les solutions pour la moitié de la flotte mondiale de manière directe, et puis évidemment de manière indirecte, d'être exemplaire, créer une référence qui est compétitive en étant décarbonée et qui incite, leur pousse à rentrer dans cette compétition de la performance de décarbonation. Et c'est ce chantier-là en fait qui a mené avec, dans la décennie qui vient, d'une manière ou d'une autre, l'enjeu d'un nouveau programme qui doit remplacer l'Airbus A320, qui est l'avion le plus vendu de l'histoire de l'aéronautique aujourd'hui en cumulé. C'est aussi un message qu'on peut passer. Rentrer aujourd'hui dans le secteur aérien, c'est avoir ce chantier devant nous de plus de 10 ans de travail. Pour ça, il faut effectivement toute une gamme. Tu évoquais, Philippe, c'est pas qu'une question d'ingénieur garçon d'un point de vue industriel. C'est évidemment tous les métiers du CAP jusqu'au Bac+8 sur des besoins techniques, mais c'est aussi des commerciaux, c'est aussi des experts juridiques, c'est aussi c'est toute la gamme des métiers d'une industrie qui doit vivre. Donc ne pensons pas aéronautique, ingénieur, très diplômé, c'est pas vrai. Oui, absolument, parce que c'est tous les métiers qui existent aujourd'hui et ceux qu'on n'a pas encore inventés. Quand je dis tous les métiers, et tu l'as très bien dit, pour Air France aujourd'hui, le développement avec cet environnement écologique de décarbonation, c'est 1 milliard d'investissements par an. C'est effectivement tous les métiers qui sont supports
Et il n'y a pas que les mécaniciens, les gens qui travaillent au sol, en piste, les commerciaux. C'est tout un écosystème, et je dis à dessein écosystème, qui vit et qui doit vivre. Les jeunes qui arrivent et qui poussent, ils ont des idées, c'est génial. Ils ont une volonté, ils ont une passion, et il faut les encourager à venir nous rejoindre parce que la décarbonation, c'est un véritable challenge. On ne pourra le faire qu'avec les idées de toutes et tous. Donc, moi, il en faut plus des garçons comme Hugo et des filles. Des filles aussi. Ouais, exact. Est-ce que l'utilisation des fameux big data dans le transport aérien peut être un levier d'efficacité? Il faut recruter dans tous les domaines, bien évidemment. Le big data en fait partie. Quand j'ai commencé ma carrière, on avait à bord une sacoche avec toute la documentation de vol. C'est quelque chose qui faisait 70-80 kilos. On avait toute la documentation de toute la planète entière. On avait tous les paramètres moteurs et tous les paramètres de calcul des performances au décollage on avait tous les dossiers, tous les classeurs, on avait toute la documentation. Aujourd'hui, on a une tablette. Et avec cette tablette, on a tous les outils. Donc ça, c'est déjà du big data. D'avoir des études qui sont faites en live sur les réacteurs pour pouvoir faire de l'entretien préventif. C'est la météo. Il y a une évolution au niveau de la précision des données météo qui est phénoménale. Ça n'empêche pas des événements de se produire, bien évidemment. Mais par contre, on peut avoir des logiciels beaucoup plus efficaces. Hugo? Alors, je n'ai peut-être pas la prétention de dire que notre projet avec Ipsolair, il va révolutionner le monde de l'aéronautique, bien que peut-être qu'un jour, il en aura un impact. On est en train, du coup, de transformer un planeur en avion solaire électrique. On venait de rejoindre l'école d'ingénieurs, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une histoire de niveau, c'est pas une histoire de genre. Et la preuve en est, c'est qu'on est presque une majorité de filles dans l'association. C'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de ça. Je pense que c'est aussi une grande question de volonté. C'est que quand on est passionné, quand on veut faire quelque chose, quand on veut trouver des solutions, on est capable d'aller les chercher. Alors là, forcément, on parle d'un niveau qui n'a rien à voir avec les niveaux presque mondiaux dont on a parlé avant. C'est un niveau qui est très étudiant, presque régional, peut-être national. Mais en fait, cet aspect de réfléchir à demain, il se construit dès aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un truc qui est super important. Toute cette sensibilisation-là, elle va demain donner les futurs ingénieurs, les futurs pilotes aussi, tout cet écosystème qui va réfléchir d'une manière un petit peu différente. Et du coup, ça, je pense que ça se passe aussi par aujourd'hui, par développer des projets. C'est ce qu'on voit dans l'histoire de l'aéronautique. Il ne faut pas oublier que il y a une centaine d'années, on volait à 2 cm du sol sur 150 mètres. Et aujourd'hui, on traverse les océans. Donc, on voit qu'il y a une grande évolution et je pense que demain, ce sera pareil. Donc maintenant, on va aborder une question. C'est, selon vous, quel métier permettrait d'agir de l'intérieur pour l'environnement et donc et la décarbonation? Côté industriel, déjà, je répète et c'est important, c'est l'ensemble des métiers qui est important, quel que soit le genre, quel que soit le niveau de formation. On a évoqué tout à l'heure le fait d'inventer des nouveaux métiers. Bon là, donc il y en aura certainement dont on n'a pas encore idée, mais on a déjà identifié des fortes ressources qui sont entre guillemets en tension. On parlait des briques technologiques très innovantes. Et je disais tout à l'heure que envisager une propulsion électrique sous batterie aujourd'hui pour un avion commercial n'est pas possible. Cependant, l'avion est de plus en plus électrique. Donc, notamment toute la compétence autour de l'électrification est très importante. La deuxième, on parlait d'allègement. Les ingénieurs matériaux doivent innover et doivent aller chercher toujours des nouvelles familles de matériaux et savoir les caractériser. On parlait de digital, c'est très important. Il faut envisager en plus que l'avion doit être très sûr. On a parlé de sécurité et très sûr d'un point de vue digital aussi, donc c'est-à-dire en termes de cybersécurité. Et puis après, sur des spécialistes autour de l'éco-conception, de manière plus générale, des métiers d'environnement qui doivent vraiment repositionner l'objet avion dans toute sa vie et dans tous ses usages. Et on évoquait effectivement le métier de maintenance qui sont toujours en croissance et demandent énormément
de recrutement de profils très variés. J'imagine que c'est le cas dans le transport aérien. C'est le cas dans le transport aérien, c'est le cas pour l'utilisateur que je suis et de ce que l'on pratique au niveau d'Air France. Bien évidemment qu'on a besoin de toutes les innovations que peut nous fournir l'industrie dans sa globalité, parce qu'il n'y a pas que l'avion. Quand on arrive, une fois qu'on a préparé le vol, quand on arrive à l'avion, en tant que passager, vous le voyez, tous, l'avion il est connecté de tous les côtés. Oui, parce que on va pas utiliser l'APU, ce petit réacteur qui va fournir de l'électricité et du conditionnement d'air pour climatiser la cabine. De plus en plus, on va avoir de l'électricité, l'avion est connecté, et puis on va avoir une gaine, un tuyau qui va amener de l'air pour climatiser l'avion. Ça permet d'économiser, de faire moins de bruit au niveau de la zone aéroportuaire, ça permet de faire beaucoup de choses. Quelque chose qui a été inventé aussi pour repousser l'avion, quand on voit repartir l'avion du terminal, il est repoussé par un petit camion. Ces camions sont de plus en plus maintenant électriques. Avant, on ne voyait absolument pas d'avions repoussés par des tracteurs avec des moteurs électriques. Et puis on roule maintenant sur un réacteur, c'est-à-dire dans toutes les mesures que les pilotes mettent en pratique dans l'éco-pilotage. Alors éco pour écologique, éco pour économique, bien évidemment. On roule sur un moteur pour aller rejoindre la piste. On démarre le moteur selon les procédures des constructeurs, on démarre le moteur avant de décoller, bien évidemment, et puis avec un temps nécessaire à la mise en œuvre du réacteur. Quelque chose à inventer aussi sur le fait de ne pas utiliser les réacteurs, de ne pas déjà consommer du carburant, puisque chaque kilo d'économisé, pour ce qui est d'Air France, c'est 1000 vols par jour. 1000 vols par jour, 1 kilo sur chaque vol, on a économisé 1 tonne. Donc c'est de l'écologie immédiate et c'est de l'économie, puisque chaque tonne d'économisé, c'est du cash out, c'est de l'argent qui n'est pas dépensé et qui peut être réinvesti justement sur des projets qui permettent encore une fois, le cercle est vertueux, d'économiser encore plus et d'économiser et de décarboner encore plus. Il y a des choses à inventer avec les contrôleurs aériens, que ce soit dans la phase de montée où on utilise des vitesses qui nous permettent d'être plus efficients, comme pour la descente. On travaille beaucoup, Air France, avec les contrôleurs aériens, à réaliser des descentes douces, ce qu'on appelle des descentes douces, c'est-à-dire que du point de départ de la descente, on va mettre les réacteurs au ralenti, c'est là qu'ils consomment le moins, et puis d'avoir cette descente, parce que dès qu'on fait un palier, eh bien on est obligé de remettre les gaz, et là on va consommer plus. En croisière, inventer des choses avec les services de la météo, parce qu'on dit qu'un réacteur consomme moins, plus il est haut, moins il consomme. C'est vrai, mais dans son environnement météorologique, il faut savoir profiter des vents, et pour ça, on en revient au big data, bien évidemment, on en revient à avoir des prédictions et du contrôle immédiat qui soit plus efficient. Et toutes les informations que l'on a aujourd'hui nous permettent d'adapter, d'avoir le niveau de vol qui soit le plus adapté, où on va consommer le moins, avec des trajectoires de vol également qui sont vraiment optimisées. Et puis, une fois qu'on est au sol, on en revient à rouler sur un moteur. Si on pouvait couper les deux, pourquoi pas ? En tant qu'utilisateur, on utilise les procédures des constructeurs et on a dans cet écosystème notre rôle à jouer dans tous les métiers d'Air France. C'est des métiers qui sont au niveau des opérations. Tout ça, c'est des métiers qui sont au niveau des opérations, mais pas que. À Air France, c'est le revenu management. On a des équipes qui travaillent sur ce sujet pour optimiser la venue des clients dans les avions. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des avions énormes, il faut des plus petits avions, il faut adapter. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur certaines destinations, on ne va pas remplir un avion de 500 places. Et puis, on a des outils au niveau du revenu management. Il y a toutes ces données qui sont accumulées, qui permettent de dire, à telle date, il y a le nouvel an chinois, c'est dans pas très longtemps, et il va y avoir plus de passagers, plus de clients qui vont venir sur tel vol, sur telle destination plutôt qu'une autre. Ça demande aussi d'être très performant, puisque si on part à chaque fois avec un avion
qui est plein, eh bien la consommation par passager transporté va être diminuée. Et la consommation par passager transporté aujourd'hui, avec les avions performants que l'on a, on est à moins de 2 litres de carburant par 100 km transportés. Il faut les industries qui nous permettent d'avoir des avions qui soient efficaces. Il faut aussi des services dans les compagnies aériennes. Et on a ça à Air France. On a le revenu management qui nous permet de remplir les avions pour capter de la clientèle, pour jouer sur les tarifications aussi. Ça fait partie de l'écosystème. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les commerciaux et le marketing aussi jouent un rôle déterminant. Mais c'est une importance capitale. C'est toute la chaîne qui est utile. C'est tout le secteur. Et Hugo, alors est-ce qu'il y a des métiers qui vous tentent dans tout ce qui a été décrit? J'ai envie de dire tous, mais malheureusement, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour tous les faire. L'aéronautique, c'est pluridisciplinaire. C'est-à-dire que on pourra avoir des métiers qui sont rattachés à l'aéronautique, d'un chimiste qui va travailler sur, par exemple, les SAF, sur l'hydrogène, sur la chimie dans les batteries, jusqu'au pilote. Mais entre deux, il y a plein de métiers qui sont hyper intéressants. Il y a vraiment tellement de domaines dans l'aéronautique que peu importe ce qu'on aime faire, rattaché à l'aéronautique, peu importe ce qu'on aime faire, on trouvera forcément un métier au moins qui puisse être rattaché à l'aéronautique, dans lequel on puisse s'épanouir pour trouver des choses. Il y a des choses qui n'existaient pas au début de ma carrière, qui existent aujourd'hui. On apprend à les utiliser. Et puis on a des ingénieurs, on a des constructeurs, des pilotes. C'est vraiment tout un écosystème. Vraiment, hein, je n'arrête pas de le dire, mais j'en suis intimement persuadé. Peut-être inventer de nouvelles peintures. À un moment donné, on parlait des peintures qui permettaient, comme la peau des requins, d'avoir une meilleure fluidité dans l'air. C'est la mécanique des fluides. Ça fait partie des études qui doivent être menées, comme l'hydrogène, et puis tous les métiers supports qui sont autour. C'est un écosystème qui doit être éco-responsable. Il y a peut-être une chose aussi, c'est que sur cette fameuse rupture-là, c'est que depuis très longtemps maintenant, on fait de l'amélioration sur les systèmes qui existaient déjà. Je pense qu'il y a une petite motivation qui est supplémentaire qui va arriver dans l'aéronautique, c'est qu'il faut trouver des nouvelles solutions. Il faut passer d'un système à un autre. Ne pensez-vous pas que le secteur aéronautique communique assez sur ses efforts de décarbonation? Je vais prendre un point connu et très connu qui s'appelle le Salon du Bourget, qui est plein de choses à la fois, mais qui est aussi un excellent vecteur de communication. Cette édition de 2025 avec plus de 140 000 visiteurs grand public, et je parle même pas des plus de 160 000, 165 000 visiteurs professionnels. Donc plus de 140 000 visiteurs grand public de tous les âges montre bien qu'il y a cette attractivité, cette passion qui est vivante et qui est bien là. Donc le Bourget comme outil de communication, qui est un rendez-vous majeur, qui est très connu, qui est le plus grand salon à l'international. Hein. Là aussi, il faut en prendre conscience. Le secteur aérien est un secteur d'excellence, d'innovation, et donc l'habitude de communication est toujours très maîtrisée, très experte, et on gagne forcément aussi, et c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir passer ce temps-là ensemble, d'en parler plus ouvertement, plus librement, sur plein de canaux différents, de plein de formes différentes, pour sortir un peu de cet exercice où on démontre par A plus B qu'on fait des choses, qu'on agit, bien sûr, il faut le dire. Il faut aussi faire vivre la passion. Et donc là, on est dans les locaux d'aviation et pilote, et c'est très important de le faire vivre à tous les niveaux. Je terminerai sur le fait que le GIFAS a lancé sur le salon du Bourget 2025 la première édition du prix des femmes de l'aéro et du spatial. C'est un enjeu majeur aussi de savoir mettre en valeur les profils engagés et les profils qui font vivre cette transformation. Oui, au niveau d'Air France, je sais qu'on communique beaucoup sur toutes les innovations qu'on met en place, sur tous les investissements que l'on fait, sur les 45% de renouvellement avec des avions de nouvelle génération. On communique sur tout ce que l'on fait. Je ne le verrai pas, mais j'espère que dans 100 ans, il y aura eu autant d'évolution et que embaucher et que des jeunes femmes, des jeunes hommes, demain ne se posent même pas la question de savoir si le métier est fait pour eux. À partir du moment où on est passionné, on peut y arriver, on peut changer d'orientation,
de mécanicien, je suis passé pilote. Il y a un challenge extraordinaire à relever. Et rejoignez-nous, investissez-vous, quel que soit le métier dans le secteur de l'aérien, et puis rejoignez-nous pour gagner ce challenge et puis pour améliorer un petit peu la vie pour cette planète et pour les gens qui vivent dessus. Hugo, vous êtes convaincu? Je pense que effectivement la communication c'est un enjeu qui est extrêmement important. Moi je le vois avec le regard de l'association déjà, et on voit que on s'axe forcément beaucoup sur les réseaux sociaux à partager ce qu'on est en train de faire. On fait parfois face à des personnes qui, sans vraiment avoir compris ce qu'on était en train de faire, ah ouais mais vous faites de l'aviation, vous polluez. En fait, quand on prend le temps d'expliquer aux gens et de leur montrer que oui, d'accord, votre point de vue il est peut-être le vôtre, mais regardez, on fait ça, et ça fonctionne de cette manière-là. La communication, en fait, elle nous permet de casser cette barrière de « Ah oui, mais vous polluez ». Non, mais regardez ce qu'on fait vraiment. Notamment, du coup, je rebondis sur le Salon du Bourget. Cette année, du coup, j'ai eu la chance d'accompagner Jean-Baptiste Loiselet avec son solaire expérimental, qui est un planeur solaire. On voit apparaître au Bourget, voilà, un planeur solaire. Il y avait le Vélis Electro, il y avait d'autres appareils électriques qui venaient même des États-Unis. Il y a vraiment une pluralité d'appareils pour ce genre de choses, avec des nouvelles technologies, des choses complètement nouvelles qu'on ne voyait pas par le passé et qui du coup passent par ces actions de communication. Alors là, c'était un événement, c'était un salon, sauf que demain, une entreprise qui va communiquer sur certaines choses va pouvoir ouvrir des portes derrière à de nouveaux changements. Donc la communication, pour moi, effectivement, elle est très importante. Et un mot au passage, on parlait de métier de demain. Le métier de la communication, lui aussi, il est en pleine évolution. Je crois. Mais en tout cas, moi, je me sens déjà d'une génération élevée par rapport à expérimenté par rapport à ce métier de communication. Et donc, il faut des jeunes générations qui sont complètement idoines dans la communication d'aujourd'hui, les différents réseaux sociaux, la manière dont on accroche aussi l'attention et dont on arrive à convaincre ou expliquer sur ces réseaux. Pour conclure, il y a eu une phrase célèbre par une élue locale qui disait que l'aviation ne devait plus être un rêve d'enfant. Est-ce que vous pensez que l'aérien peut être encore un rêve d'enfant? Oui. Oui. Voilà. Oui. Il y a un consensus sur cette question. Eh bien, puisqu'on en est dans les citations, il y a une citation qui me vient, une citation de Gustave Flaubert. Voyager, c'est voir la petite place que nous avons sur cette terre. Et allons voir les autres, voyageons, et voyageons en train, en bateau, en avion, mais voyageons. Eh bien, messieurs, je vais vous remercier de cette participation à ce débat. Donc, au travers de vos réponses, on a pu constater que l'industrie, le transport aérien fourmille d'idées, que la génération montante aussi nous amène quelques idées. Nous avons vu qu'il y a de nombreux métiers qui peuvent justement contribuer à cette défense et cette protection de l'environnement, que l'aviation de demain peut être plus responsable. Donc je vous rappelle que tous ces thèmes que nous venons de développer vont être abordés lors du Salon des formations et des métiers de l'aérien, donc qui ouvre ses portes le 30 janvier prochain jusqu'au 1er février. Ça se passe au musée de l'air de l'aéroport de Paris-le-Bourget, dans le magnifique hall Concorde. Ce sont bien sûr des stands d'exposants qui présentent les écoles, les entreprises qui recrutent, mais c'est aussi un certain nombre de conférences et sur des sujets aussi divers que le télépilotage de drones civils, les filières de la maintenance, les cours d'anglais aéronautique. Il y aura 3 nouvelles thématiques cette année qui font leur entrée. Donc il y aura vivre, travailler et s'épanouir au Canada. Il y a les métiers de la douane et puis les stratégies de recherche d'emploi dans l'aérien. Il y aura aussi 2 tables rondes pour compléter l'ensemble, les besoins en recrutement des compagnies aériennes. Il y aura aussi une autre table ronde consacrée au recrutement des mécaniciennes aéronautiques. Parce qu'on essaie aussi de féminiser cette profession qui est souvent vécue comme très masculine encore aujourd'hui. Nous aurons des témoignages de professionnels donc de la maintenance aéronautique. Donc, vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du salon, salondesformationsaero.fr. Comme dirait une célèbre publicité, n'oubliez pas le FR.